qu'est-ce qu'on est bien sur notre bonne vieille planète bleue. Et dire qu'il y en a qui pensent qu'elle est plate. Ha! Je devrais peut-être en faire une vidéo d'ailleurs. Non, après on va me dire, ouais, tu tires sur l'ambulance. Dis ça, moi tirer sur l'ambulance, moi. Bonjour à tous, aujourd'hui il sera question de la Terre plate. Alors pas d'affolement, on va éviter de répéter ce qu'ont dit les autres collègues dans leurs vidéos et essayer de se servir de ce complot pour revenir sur plusieurs choses. Et accessoirement frapper du complotiste, car au final, on aime ça, c'est rigolo, ça détend. Mais tout ça, dans le respect de tous. Hein, qu'on soit d'accord. Clin d'œil, bon vous le voyez pas mais... clin d'œil. Vous savez, d'aussi loin que je me souvienne, on m'a toujours appris que la Terre était ronde. Jusqu'à preuve du contraire, il n'y avait aucune raison d'en douter, ni de remettre ses paroles en doute. Mais en grandissant, j'ai eu accès à l'un des plus beaux outils que l'homme n'ait jamais créé, un outil capable de donner une infinité de connaissances et de la partager à travers le monde entier, j'ai nommé Internet. Mais bon, ça c'est beau sur le papier, mais ce qu'il en est tout autre. Alors que dit Internet? Boule de bière ou frisbee? Eh bien Internet dit qu'elle est ronde, mais certains internautes, eux, disent le contraire. Donc, allons voir ça. Mais avant de commencer, on va faire un petit point. Rappelons les troupes et aiguisons un peu notre esprit critique. On va devoir apprendre à différencier quelque chose de très important, surtout quand on touche à de la théorie du complot, les faits et l'opinion. Et pour vous expliquer tout ça du mieux possible, je vous laisse avec le professeur Débunker des étoiles. Salut à tous, je suis le Débunker des étoiles. Alors sur ma chaîne YouTube, j'ai pas encore parlé de la Terre plate, ma spécialité c'est plutôt le 11 septembre et les chemtrails. Parce que bon, la croyance de la Terre plate c'est quand même pas encore très répandu en France, donc je pense que c'est un peu tiré sur l'ambulance. Cela dit, c'est toujours un bon exercice critique de se poser des questions. Pourquoi la Terre plate n'a pas autant de succès que les autres théories du complot? Peut-être tout simplement parce que la rotondité de la Terre, c'est pas une simple opinion. C'est un fait qui est testable et même observable. Ce qui fait que du coup, c'est difficile de croire en autre chose. Et c'est ça qu'il est important de comprendre finalement, cette différence essentielle qu'il y a entre un fait et une opinion. Un fait, c'est une donnée qui reste réelle, quel que soit le point de vue. C'est une donnée qui est testable et observable. Une opinion, en revanche, c'est un simple point de vue, une façon de penser, un point de vue politique ou moral très personnel sur un certain sujet. Et le critère essentiel pour différencier le fait d'une opinion, c'est tout simplement la possibilité de vérifier l'affirmation. Si l'affirmation d'une personne est vérifiable, alors c'est une affirmation factuelle. Cette affirmation factuelle peut être fausse, ou alors elle peut être vérifiée, et dans ce cas-là, c'est un fait. Et si l'affirmation d'une personne n'est pas vérifiable, alors il s'agit d'une opinion. Analysons quelques phrases. La NASA nous ment. Ça, c'est une opinion. Vous pouvez très bien choisir de croire que la NASA nous ment. Mais c'est un peu vague comme phrase. On ne sait pas vraiment ce que ça veut dire, c'est pas vraiment vérifiable, c'est une opinion. Il y a eu 91 lancements de fusées en orbite en 2017. Ça c'est un fait, des fusées lancées depuis les USA, la Chine, la Russie, l'Europe, le Japon, l'Inde, avec à chaque fois des tas de spectateurs témoins et des milliers d'employés dont c'est le boulot de faire ça dans des entreprises partout à travers le monde. La Lune est faite en pâte à modeler. Ça c'est une affirmation factuelle pour le coup, mais elle est fausse. On peut vérifier la composition de la Lune même en restant sur Terre grâce à la spectrométrie, diverses techniques. La Terre est ronde. Et ça c'est aussi un fait du coup, parce qu'on peut le vérifier, le calculer, l'observer, etc. Ça porte pas vraiment à doute. Je sais que ça peut paraître un peu sévère dit comme ça, mais aucune opinion ne peut venir invalider ce fait. Il faudrait pouvoir venir l'invalider par d'autres faits, d'autres calculs, d'autres observations. Mais ça, à l'heure actuelle, ça n'existe pas pour la Terre plate. Donc pour conclure, l'affirmation « la Terre est plate » est une affirmation factuelle, mais fausse, jusqu'à preuve du contraire, et je suis désolé si cela heurte vos croyances, c'est pas le but de ma démonstration, mais c'est comme ça, j'y peux rien, c'est pas ma faute. T'as pas honte toi d'avoir choisi d'être ronde pour compliquer les choses? Je vous jure. Maintenant que nous avons clarifié les choses et que nous allons pouvoir vérifier les faits et non les opinions, il est temps d'aller en récréation. Alors je tiens à dire quand même qu'on est là pour s'amuser et non pour juger, c'est pourquoi tout comme Défécator, je ne vais pas dans cet épisode utiliser des noms provocateurs comme platiste ou plateux ou des trucs du genre. Donc commençons avec notre premier platiste. Oh je déconne, calmez-vous. 455 preuves que la Terre est plate et que nous vivons dans un dôme. Je t'avoue que la première fois que j'ai lu le titre, je me suis dit 455 preuves en 25 minutes seulement.
Ouh, va falloir carburer mon gars, parce que ça fait 1 minute et égale 60 secondes, que je multiplie par 25, ça fait 1500, que je divise par 455, ça fait 3,3. Bah, va falloir vraiment carburer mon gars, parce que un argument toutes les 3 secondes, va pas falloir perdre ton souffle. Mais non, malheureusement, c'est juste le numéro de la vidéo sur sa chaîne, hein. Ma déception était très grande, hein, donc bon bah, c'est parti pour des preuves, alors je ne sais pas combien du coup, que la Terre est plate. Le Concorde volait à Mach 2, ce qui équivaut à 2500 km/h. Il fallait certaines fois l'arroser pour le refroidir. Oui, tu vois là où il veut en venir. La Terre vole autour du Soleil à Mach 88, 66 000 km/h, 44 fois plus vite que le Concorde. Ah là, bah oui, bah cette vidéo commence vachement bien. Alors pas besoin de faire Polytechnique pour dire que la Terre ne chauffe pas, car bah tout simplement il n'y a pas de frottement d'air dans le vide de l'espace, hein. Pas comme le Concorde, lui, qui a le frottement de l'air dans l'atmosphère de la Terre. Je pense que tu as loupé quelques cours de physique, mais c'est pas grave, ça se rattrape. Si vous regardez l'horizon, il est toujours plat. Par contre, ne le prenez pas en photo, car la NASA contrôle les normes optiques mondiales. Du coup, lorsque nous prenons des photos, on voit toujours une courbure. Oui, la NASA contrôle tous les objectifs du monde, c'est bien connu. Alors c'est pas parce qu'effectivement il y a quelques objectifs qui ont été créés grâce aux programmes spatiaux que tous les objectifs du monde viennent du même endroit. Et surtout pas de la NASA. Regardez ces quelques photos. Qui a mis la musique? Non. Non, c'est dans la vidéo? Non. Oh non, tu fous pas du code Yoko, gros. Non mais c'est un troll là, c'est pas possible. On saura sauver notre résistance pour donner une chance de tout effacer. On ira. Excusez-moi, en même temps vous mettez code Yoko donc Regardez ces images de la Terre, prises par la NASA de 1972 à 2015, la taille des continents change, les couleurs aussi, et il n'y a jamais d'étoiles en arrière-plan, et il n'y a aucun satellite qui passe devant la Terre, comme c'est étrange. La taille des continents change. Bah, t'as pas juste l'impression que c'est l'orientation de la Terre qui change, non, à tout hasard? Par exemple, si on superpose 97 et 2007, bah... ça correspond, c'est dingue, non? Et puis, ça vous arrive un jour de faire des vidéos en HD? Non, bah, parce que bon, si on regarde bien, c'est clairement un montage, ton image, hein, bon, voilà, désolé de te l'apprendre, mais explique-moi, qu'est-ce que c'est déjà que ce gros carré dégueulasse? Et ensuite, on va revenir sur une planète. Alors, pour ton information, en faisant quelques recherches, l'image vient bel et bien de la NASA. Mais, il est indiqué que la photo n'est qu'une reconstitution de la Terre. Une reconstitution, ce n'est pas une vraie photo. C'était pour représenter l'ouragan Linda sur Terre, hein. Il est dit d'ailleurs, juste là, d'ailleurs, que la couleur de la Terre est représentée par un indice de végétation calculé à partir des données recueillies du 9 au 19 septembre 1997 par des instruments de radiomètre. C'est indiqué aussi que cette image a été réalisée par des chercheurs du laboratoire du Goddard Space Flight Center de la NASA par Retro Stockley et Alan Nelson, hein, sous la direction de Fritz Haster. Et d'ailleurs, on peut voir aussi qu'ils ont même rajouté la Lune qui était photographiée elle en 94 et qu'ils ont grossi x2 pour la voir un minimum sur la photo. Bref, ton image ne prouve qu'une seule chose, c'est que vous n'êtes même pas capable de sortir de vrais arguments. Richard Byrd est un explorateur polaire et aviateur américain de l'US Navy, ayant le grade de contre-amiral. C'est bien, jusque-là t'as bien lu Wikipédia, hein? Tu nous fais une crise de Jéricho aiguë, c'est pas grave, ça va passer. En 1928, il a été explorer l'Antarctique. Dès son retour, il a fait un rapport très étrange. Il affirme avoir trouvé un grand continent vierge. Et peu de temps après, bizarrement quasiment tous les pays du monde ont signé un traité afin d'interdire quiconque d'aller au pôle Sud. Pourquoi cette interdiction subite? Pour la simple et bonne raison que les gouvernements veulent pas que nous trouvions l'extrémité du dôme. Mais quel traité? Mais de quoi? Mais où ça? Quel traité? Non mais sur Wikipédia, oui parce que je vais prendre Wikipédia puisque t'aimes bien le lire apparemment, il est dit que tout s'est bien passé en 28, hein, lors de sa première expédition en Antarctique. On peut y voir aussi qu'il a fait un camp de base sur la Grande Barrière de Ross, et encore mieux, en 1929, il a fait un survol du pôle Sud. Et côté de traité, bah il y en a juste un de signé en 1928, et c'est un traité commercial italio-éthiopien qui n'a rien à voir avec l'Antarctique. D'ailleurs pareil pour 1929, aucun traité en rapport avec ce que tu dis. Donc ma question est la suivante, quelles sont tes sources? Aucune trace d'un rapport étrange ou bien même d'un traité signé par tous les gouvernements, et spoiler, on peut même aller en Antarctique, hein, et sans être militaire ou chercheur scientifique, donc tu peux y aller par toi-même et vérifier tes propres dires. En plus de ça, quand nous sommes proches des nuages et donc des orages, lorsque qu'un orage de nuit se déclenche, nous voyons le reflet du flash des éclairs sur le dôme. Des reflets des éclairs sur le dôme? Alors non, même vraiment non. C'est plutôt des TLE. Du coup, je laisse le CNES t'expliquer pourquoi. Observer des phénomènes lumineux au-dessus des orages n'est pas facile car il faut s'en éloigner et utiliser une instrumentation adaptée.
Les phénomènes produits par les orages sont tellement brefs qu'il est difficile à l'œil humain de les détecter. Ces phénomènes sont regroupés sous le terme générique d'événements lumineux transitoires, TLE en anglais. Les premiers TLE à avoir été observés sont les sprites. Ils se produisent entre 40 et 90 km d'altitude, présentent une structure filamentaire complexe et peuvent être accompagnés ou non d'un halo. Un sprite a une durée de quelques millisecondes. Et je remercie Jérôme d'ailleurs de m'avoir fait découvrir ce truc au passage. Bon voilà, après on a un enchaînement de photos bidons à la con, bref, rien de très constructif comme je m'y attendais. Pas de faits, que des opinions, donc non intéressant. Next. Tiens, parlons d'un truc si vous le voulez bien. Connaissez-vous le rasoir d'Occam? C'est un principe de raisonnement qui dit non pas que l'hypothèse la plus simple est la bonne, comme le croient la plupart des gens, mais qu'il faut se concentrer et accorder une importance prioritaire sur l'hypothèse la plus simple. Les multiples hypothèses sans intérêt ne servent à rien. Voyez-vous, si on prend notre planète, la Terre, et qu'on veut expliquer certaines choses comme, tiens, les satellites par exemple. Prenons les deux théories et tranchons à la fin avec le rasoir d'Occam. Théorie numéro 1 avec le modèle de la Terre ronde. Les satellites sont des objets orbitants autour de la planète lancés par des fusées. Le champ gravitationnel de la Terre les maintient à une bonne distance, elle n'est ni trop forte pour éviter de les faire rentrer dans l'atmosphère, ni trop faible pour ne pas qu'ils partent à travers le système solaire. Il nous sert à trianguler notre position pour un GPS par exemple. Théorie numéro 2 avec le modèle de la Terre plate. Les satellites n'existent pas. Alors là vous allez me dire, bah selon ton rasoir à la con, le modèle de la Terre plate est le plus simple. Les satellites n'existent pas, point, donc c'est la bonne. Eh bien c'est faux. Imaginez-vous maintenant être sur Google Maps avec votre téléphone devant un décollage de fusée envoyant un satellite dans l'espace. Selon la théorie numéro 1, donc le modèle de la Terre ronde, ceci est un décollage de fusée banal pour envoyer un énième satellite dans l'espace. Selon la théorie numéro 2, la Terre plate, vous vous trouvez devant une fusée vide? Dans ce cas-là, comment se fait-il que nous puissions voir les satellites la nuit passer au-dessus de nous? Et nous pouvons même d'ailleurs très bien les voir au télescope. Comment Google Maps vous localise-t-il sans satellite? Et pourquoi faire de faux décollages de fusées vides? Où part tout l'argent des lobbies spatiaux? Bref, vous l'aurez compris, la théorie numéro 2 révèle bien plus de questions qu'elle ne peut y répondre. Donc la théorie la plus simple est la première, celle sur laquelle il faut accorder le plus d'importance selon le rasoir d'Occam. Nota bene, le rasoir d'Occam est un principe de raisonnement philosophique et n'a aucune valeur scientifique. Elle est juste là pour nous aider à y voir plus clair dans tout ce bordel. Et comme le dit ce principe, pourquoi faire compliqué quand on peut faire simple? Bien, maintenant qu'on a pris l'air, on repart voir nos amis complotistes. Et j'y crois dur comme fer, allez. Les gars, vous allez réussir à me faire changer d'avis. Allez les gars, d'une air, vous pouvez le faire. Seconde vidéo. Et... ah bah merde! Oh non! Ah bah non! Oh mince alors! Bah non, c'était un si bon candidat! Non, joué! Bon bah, vu que YouTube en fait qu'à sa tête, allons sur internet. Tiens donc, la Terre est plate et ronde et non pas sphérique. Plate et ronde et non pas sphérique. Bah elle est convexe du coup. Stop, stop, pause, temps mort. Ouais, alors en fait là j'ai mal compris, hein. Bon en même temps le mec m'aide pas, quand il écrit que la Terre est plate et ronde et non pas sphérique, moi je comprends qu'elle est convexe ou concave, comme vous voulez, hein, et qu'il disait plate et ronde parce qu'il connaissait pas le mot. Mais en fait non, hein, il est juste teubé car il voulait juste dire que c'était un disque. Bah alors, dis que c'est un disque, arrête d'écrire que la Terre est plate et ronde, ça veut rien dire. Voilà, fin de la parenthèse, à vous les studios. Alors déjà dire qu'elle est sphérique c'est un petit peu faux, hein, car elle est ellipsoïdale, c'est-à-dire qu'elle est un peu aplatie sur les pôles, hein, du fait de la rotation de la Terre. Bon, eh bien, commençons cet article qui commence bien. La vérité c'est que la Terre est plate et ronde, convexe donc, et qu'elle est fixe et que ce sont le Soleil et la Lune qui tournent autour de la Terre. Waouh! Ah, vive Lego, hein. Pire encore, comme la Terre est plate et ronde, donc comme la Terre est convexe, non mais ils vont y arriver au bout d'un moment, vous inquiétez pas. Elle n'a pas de pôle sud, l'Antarctique n'existe pas lui aussi. Ah, mais le petit problème, tu sais qu'il y a des gens qui vont là-bas? Mais t'en fais quoi de tous les chercheurs sur place? Ah oui, non mais ils sont payés par l'État, pardon, j'avais oublié. Et les touristes, ils sont payés par l'État aussi? L'autre grande supercherie concerne les images truquées de la planète Terre, du Soleil, de la Lune et de l'ensemble des planètes. Toutes les planètes sont en réalité que des images imaginées et fabriquées dans des studios photographiques de la NASA. Bah, voyons. Photo truquée de la première sortie pour réparer l'ISS, il manque juste un détail, un gros détail, les étoiles. Et oui, c'est dur de rajouter les étoiles pour les graphistes de la NASA sans se tromper. Tu es sarcastique? Oh non. Ah bah à mon tour maintenant. Allez, moi aussi je veux jouer un peu, allez. Tiens, c'est bizarre que des gens qui sont bien plus intelligents que toi auraient oublié un détail aussi important que les étoiles. Mais dis donc, mon petit doigt me dit d'en référer à mon majeur, et lui me dit de faire un test en vrai pour voir si c'est pas juste l'exposition qui joue. Alors bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce test en vrai. Bon, on va pas se mentir, au vu du temps de merde qu'il y a eu ces derniers jours, j'ai pu faire que de rares photos. Donc là, nous avons une photo avec un temps d'exposition très faible, donc l'image est noire, hein, et on voit comme dans le trou du cul d'un éléphant. Et là, une photo avec un temps d'exposition beaucoup plus long, environ 15 secondes. Et tadam!
problème, on voit des étoiles floues parce que je suis une bite en photo du ciel. Voilà, mais sinon vous l'aurez compris le principe, plus le temps d'exposition est faible, moins la lumière a le temps de pénétrer dans l'objectif, donc on voit moins les étoiles, voire quasiment pas, alors que plus le temps d'exposition est long et plus la lumière a le temps de venir dans l'objectif. Bref, si vous voulez plus d'explications, il faudra aller voir dans la description. Et là, c'est moi qui fais le con avec mon réflexe. Oh bah merde alors, ton argument tient pas la route. J'espère que tu l'as pas beaucoup utilisé. Clin d'œil, clin d'œil. Alors, la Terre vue de l'espace. Ah non, alors là, non. JB, pose cette image tout de suite. Hein, mais vous sucez tous les images entre vous ou quoi là? Bon, tu as raison sur un point au moins, cette image est bien fausse et fabriquée, hein. Mais il n'a jamais été dit qu'elle était vraie. On l'a vu plus tôt, donc pas besoin de se répéter. Et bien évidemment, on a encore oublié les étoiles. Décidément, ils sont cons ces gens de la NASA, hein. Alors photo officielle de la NASA, puis grand télescope, hein. Non seulement ils ont oublié les étoiles, ah putain encore, dis donc, vraiment cons les gens de la NASA. Photo mission Apollo 11, Neil Armstrong, etc. Hein, manque les étoiles. Encore une fois, hey, tu commences à devenir un peu redondant JB. Est-ce que t'as fait vraiment tout ton argumentaire sur ça? Parce que là t'es vraiment dans la merde mon pote. Alors voyons voir la suite. Pourquoi il n'existe aucun vol direct entre les pays du sud de la Terre? Alors, pourquoi il n'existe aucun vol entre les pays du sud, Argentine, Afrique du Sud, Australie? Explication, comme la Terre est plate et ronde et non pas sphérique, donc convexe encore, si les pilotes d'avion font un jour un trajet direct, par exemple, de l'Afrique du Sud vers l'Argentine ou de l'Afrique du Sud vers l'Australie, ils vont se rendre compte que tous les trajets sont beaucoup plus longs que ce qu'ils devraient être, selon les fausses cartes géographiques actuelles, blablabla, d'accord, on voit un petit peu le niveau. Bon, c'est bien beau ce que tu nous écris, hein, ça se voit que t'as de l'imagination, mais allons vérifier ça si tu veux bien. Donc, on va se rendre sur le site que tu nous donnes au début de ton article, là, planefinder.net, pour voir si, oui ou non, il n'y a aucun vol direct entre les pays du sud, comme tu nous l'écris depuis 3 km. Ah mais merde, il y a des vols là où tu dis qu'il n'y en a pas. Ah c'est con. Ah et pourtant tu appuies bien le fait qu'il n'y ait jamais eu de vol entre les pays du sud, et pourtant on en voit en direct. Ah c'est con quand même, et pourtant c'est le même site que tu utilises. Et en plus, si on regarde bien la trajectoire de tous les avions, elle est courbée, donc elle épouse parfaitement bien la rondeur de la Terre. C'est con ça quand même, hein. Mais après tout, c'est peut-être le site qui est corrompu, hein. On n'en sait rien. Mais alors là, il est corrompu quand ça vous arrange sinon. Parce que bon, quand tu l'as utilisé, il était pas corrompu. Donc me dis pas qu'il l'est maintenant. Donc oui, il y a bel et bien des avions qui font Afrique du Sud, Argentine ou même Australie, Afrique du Sud. Et il m'a fallu 30 secondes. 30 putains de secondes pour éclater la moitié de ton article. Bon, je vais pas trop continuer car les autres arguments sont aussi nuls que le début. Bref, les compagnies aériennes et l'argent, un monde très compliqué pour vous apparemment. Bon, allez, fini de faire joujou avec les navions, il est temps maintenant de prouver avec une expérience simple que la Terre est ronde, et je vous laisse avec Fred Aves pour ça. Vous voulez une astuce toute simple pour vérifier que l'on vit sur une sphère? Pas de problème. Ceux qui vivent au bord d'un plan d'eau de plus de 15 km peuvent s'amuser à faire disparaître la base des bâtiments se trouvant sur l'autre rive en faisant varier la hauteur de leur regard. Si la surface de l'eau était parfaitement plane, perspective ou pas, le phénomène ne serait pas possible. Ceux qui vivent en bord de mer peuvent le faire avec des bateaux qui sont au loin. Mais à mon avis, le truc le plus badass pour vérifier que l'on se déplace bien à la surface d'une sphère, c'est de mesurer avec un bricolage tout simple l'angle que forme l'étoile polaire avec l'horizon. Un bout de carton, un rapporteur, une paille, un bout de ficelle et un poids, et vous voilà en train de fabriquer le sextant du pauvre en mode MacGyver. En visant Polaris, vous pourrez donc mesurer grâce au poids du dispositif l'angle que forme cette dernière avec l'horizon, mais aussi avec la verticale du lieu. Merci à la gravité. Si la curiosité vous fait trimballer ce merveilleux instrument à la précision digne d'une horloge suisse, vous pourrez établir une série de mesures en fonction des lieux que vous arpenterez. Mais revenons à Polaris, cette étoile, la plus brillante de la petite ours, se situe à environ 430 années-lumière. C'est-à-dire que si des mecs ont un monstre télescope sur une planète en orbite autour de Polaris et qu'ils décident de le pointer dans notre direction, ils pourront voir en direct l'invincible armada se prendre une dérouillée monstre contre la marine anglaise. Anglais qui peuvent remercier ce gros boulet d'Alonso Pérez de Guzman et le bueno Izuñinga. J'ai osé. Comme toutes les étoiles visibles, elle est plus grosse que la Terre, bien plus grosse. Son diamètre estimé est de 46 fois celui du Soleil. Ces rayons arrivent donc tous plus ou moins parallèles en direction de la Terre, tout comme ceux du Soleil, tout comme ceux de toutes les étoiles. Coup de bol, cette étoile est située quasiment pile poil dans l'axe de rotation de la Terre. Sa position au cours de la nuit ne change quasiment pas. Elle est donc visible tout au long de la nuit. Maintenant, prenons deux possibilités. La Terre est plate et l'étoile polaire est située au-dessus du pôle Nord géographique, accrochée au dôme magique qui surplombe la Terre. On peut donc l'observer tout au long de la nuit et en se déplaçant du nord au sud, sa position baisse dans le ciel au fur et à mesure que l'on s'éloigne d'elle pour une simple question de perspective. Le mot est lâché. Autre possibilité, la Terre est sphérique et les rayons provenant de Polaris nous parviennent de très loin et sont donc parallèles. Plus on va du nord vers le sud, plus elle baisse sur l'horizon, non plus à cause de la perspective, mais à cause de la forme de la Terre. Et contrairement à l'hypothèse de la Terre plate, toujours en raison de la forme sphérique de la Terre, Polaris n'est plus observable une fois l'équateur terrestre franchi. C'est avouez-le un heureux hasard.
Oui, mais certains vont me dire que c'est à cause de la perspective, le fameux « ta gueule c'est magique ». Et c'est là qu'entre en jeu notre astucieux dispositif. Voici un graphique. En abscisse, vous avez la distance qui vous sépare du pôle Nord, en ordonnée l'angle que forme Polaris avec l'horizon. Si la Terre est plate, l'angle que va former Polaris avec l'horizon va varier de cette manière plus on va du nord vers le sud. Si la Terre est sphérique, l'angle que va former Polaris avec l'horizon va varier de cette manière plus on va vers le sud. A vous de bricoler un peu et de mesurer l'affaire. Aux lecteurs amis sceptiques, il est temps de nous montrer que vous avez envie de vérifier les choses. Bien évidemment, certains n'ont pas la possibilité ou l'envie de voyager. Il existe donc des planétariums gratuits, entre autres Stellarium, qui vous permettent de vérifier cela sans bouger de votre ordinateur. Et merci au tenancier de la chaîne qui m'a permis de venir faire ma petite propagande ici. À vous les studios. Bon, maintenant parlons, si vous le voulez bien, d'un truc ancien, la Pangée. Mais si, vous savez là, ce morceau de terre là qui date de quelques millions d'années et qui est à l'origine accessoirement de nos continents d'aujourd'hui. Non, parce que à entendre certains croyants de la Terre plate, eh bien elle ne bouge pas, et les plaques tectoniques et tout ça là c'est du flan. Non mais sérieusement, j'ai jamais entendu un seul croyant de la Terre plate parler une seule fois de la Pangée, et pourtant il y en a des choses à dire là-dessus. Ah, ça parle de trucs anciens, c'est que ça doit être à moi. Alors, la Terre est plate, ouais, bon, ok, pourquoi pas, mais alors, la Terre ne bouge pas? Là ça me titille un peu plus. Mais alors pourquoi et comment la Terre bougerait-elle? On va d'abord commencer par se demander, justement, comment est-ce qu'on a pu avoir l'idée que les continents comme on les voit maintenant, ils ont pas toujours été comme ça. Eh bien c'est parce qu'en 1912, il y a un mec du nom d'Alfred Wegener, un météorologue astronome allemand, qui s'est posé une question que d'ailleurs je m'étais déjà posée quand j'étais petit. Mais bon, lui il a creusé un petit peu plus, on va dire. Bref, il s'est demandé en voyant une carte du monde, comment ça se fait que le tracé de certains continents ait l'air de se compléter les uns les autres, alors qu'ils sont pourtant à des milliers de kilomètres de distance. Et c'est comme ça qu'il s'est dit que peut-être que tous ces continents venaient à l'origine d'un seul et même bloc. Un bloc qu'on appelle aujourd'hui un supercontinent, et qui, comme son nom l'indique, est composé de tous les continents qu'on connaît aujourd'hui. Alors attention, au cours de l'histoire de la Terre, il y a sans doute eu plusieurs supercontinents, mais celui qui nous intéresse aujourd'hui s'est formé il y a un peu moins de 300 millions d'années. Ah oui, par contre, comme on est dans une vidéo sur la Terre plate, je vous préviens que pour comprendre la suite de ma vidéo, va falloir accepter 2-3 choses. De 1, que la Terre s'est formée il y a de ça plusieurs milliards d'années, et de 2, que l'être humain n'est pas l'apogée de tout ce qui existe dessus. Et je préviens aussi pour ceux et celles qui s'y connaîtraient, que comme dans mes vidéos, je vais tout simplifier à l'extrême. Donc en gros, il y a 290 millions d'années, la Terre ressemblait à ça. Ouais, c'est ce qu'il y a derrière dans mon décor là, avec les frontières actuelles. D'ailleurs, on voit que la France est au centre. Est-ce que ça ne voudrait pas dire quelque chose ? Bref, je disais, la Terre ressemblait à ça. Elle était peuplée par des libellules de 75 cm d'envergure et des 1000 pattes de 3 mètres de long. Ouais, ça peut faire bizarre, et ouais, si on pouvait remonter le temps, c'est pas là où on irait. Quelques 100 millions d'années plus tard, d'autres espèces, animales comme végétales, verront le jour, des milliers même, mais on va juste se pencher sur 4 d'entre elles. Et vous allez voir plus tard pourquoi elles et pas d'autres. Et on commence par une plante disparue, le Glossopteris, qui a peuplé à peu près tout le continent à l'époque. Enfin, partout il y avait des marécages et qui pouvaient atteindre les 30 mètres de haut. Je vous présente maintenant le mésosaure, un petit reptile d'1 mètre de longueur, à ne pas confondre avec le mosasaure, qui lui a vécu bien longtemps après et qui pouvait lui atteindre les 17 mètres de longueur. Bref, ils n'ont rien en commun à part le fait qu'ils vivent dans l'eau, d'où cet aspect en longueur de notre cher mésosaure, mais en eau peu profonde, parce qu'il devait quand même retourner sur Terre pour pondre des œufs par exemple. Suivant, le Lystrosaure, et non, on se moque pas de lui, même s'il a une tête bizarre, parce qu'il fait sans doute partie de la famille des animaux qui donneront plus tard les mammifères. Même si c'est vrai que vu comme ça, à première vue, c'est pas flagrant. D'ailleurs, cette petite bestiole a quand même survécu à la plus grande extinction que la Terre ait jamais connue. Extinction qui d'ailleurs mettra fin à la période du Permien et qui mènera à l'époque suivante, le Trias. Période qui verra l'avènement des dinosaures, mais là, on s'en fout. Ce qui nous intéresse, c'est que c'est durant cette période qu'est apparue la dernière créature dont je veux vous parler. Le Cygnognathus, qui signifie mâchoire de chien. Et si le Lystrosaure d'avant, on voyait pas trop le rapport avec les mammifères d'aujourd'hui, là, on le voit un peu plus, notamment avec la forme de sa mâchoire et l'apparition de fourrure par exemple. Mais avec toujours des caractéristiques reptiliennes aussi, comme la position des pattes ou la queue par exemple. Et d'ailleurs, maintenant que je vous ai présenté ces cas fantastiques, vous allez peut-être vous demander, mais pourquoi eux plutôt que d'autres Eh bien, c'est une très bonne question. C'est pourquoi d'ailleurs? Ah oui, voilà, alors comme ce sont des espèces disparues, on ne connaît leur existence que par rapport aux fossiles qu'on retrouve. Les vrais fossiles, pas ceux fabriqués par les Chinois. Merde, faut que j'arrête de partir dans tous les sens comme ça, bordel. Bref, je disais qu'on les connaissait grâce aux fossiles qu'on retrouve. Et vous savez où on a retrouvé leurs fossiles? À peu près partout, sur presque tous les continents. Et donc, si on retrouve exactement les mêmes espèces sur plusieurs continents et qu'ils ont vécu presque tous en même temps, c'est comme ça qu'on s'est dit qu'ils devaient tous venir du même endroit. Confirmant ainsi la théorie du supercontinent Pangée lancée par notre cher Alfred. Bon, en vrai, y a pas que ça, mais ça a pas mal aidé. Et c'est le cas aussi pour un événement plus récent, c'est-à-dire il y a seulement 3 millions d'années. Avant ça, les deux continents américains, qui sont donc aujourd'hui l'Amérique du
Nord et l'Amérique du Sud étaient séparés par la mer. Et ça, pareil, on le sait grâce à des fossiles d'animaux terrestres présents sur chacun des deux continents, comme par exemple les tigres à dents de sabre au nord ou les oiseaux terreurs au sud. Sauf qu'à un moment, il y a 3 millions d'années, on a commencé à en retrouver sur les deux continents. Et oui, les deux continents se sont rapprochés, ce qui a permis aux animaux de circuler sur les deux continents, et ce qui forme aujourd'hui le canal de Panama. Bref, en conclusion, non, la Terre n'est pas fixe, elle ne fait que bouger, et ça qu'elle soit plate, ronde ou en forme de lampadaire. Sur ce, Lenny, je te laisse la suite. Eh bien merci à toi Cédric pour les explications. En parlant de la Pangée d'ailleurs, plusieurs choses me sont venues à l'esprit. Donc croyant de la Terre plate, ceci est une petite série de questions adressées pour vous. Si vous voulez y répondre dans l'espace commentaire, j'en serai tout oui. Que pensez-vous de la Pangée? Comment dans votre configuration le soleil peut-il éclairer le dessous des nuages le soir? Et comment votre soleil d'ailleurs passe-t-il sous l'horizon? Si le soleil est une boule de lumière, pourquoi ne va-t-elle pas dans toutes les directions? Qu'est-ce qui provoque cette ombre? Quand le solstice d'hiver arrive, comment pouvez-vous expliquer avec votre configuration le fait qu'il fasse jour 24 heures d'affilée? Bref, je vais m'arrêter là, mais j'en ai quand même des dizaines d'autres de questions dans le même type. Mais sur celle-là, je veux votre réponse, et votre réponse serait vraiment intéressante, et on pourrait d'ailleurs y revenir sur une prochaine vidéo. Donc répondez en toute franchise et respectez-vous tous dans l'espace commentaire. Merci à vous. Bon, on va pas tourner autour du pot pendant 50 ans. Voyez-vous, le problème avec ce complot, c'est qu'il a été débunk beaucoup de fois sur YouTube via des articles, à la télé, via des documentaires, etc. Vous pouvez d'ailleurs aller voir les vidéos de Fred Aves, AstronoGeek, Stardust, Olivier Joseph, Science for All, Defecator et j'en passe énormément. Et donc je ne vais faire que répéter ce qui a déjà été dit si je continue ma démarche ainsi. Et c'est pourquoi j'en viens à vous poser une question. Pourquoi continuer à y croire? Allez, admettons que la Terre est plate. Après tout, on est là pour essayer des trucs nouveaux. Alors, pourquoi serait-elle plate? Qu'est-ce qui pourrait faire en sorte que... Ah, mais pour l'argent. Eh oui, bah oui. Pour l'argent des programmes spatiaux. Et oui, si on réfléchit à travers le monde, c'est des milliards de dollars qui sont investis dans les vaisseaux spatiaux, des milliards qui pourraient servir à un projet d'une plus grande envergure comme le règne sur le monde par une société secrète constituée des plus grands cerveaux de ce monde. Stop, pardon, excusez-moi, arrêtez la musique, non, ouais, non mais c'est la musique, je suis désolé, ah ouais, non mais je suis désolé, mais dès qu'il y a une musique compotiste, ça me fait dire des conneries. Créer des complots à partir de simples spéculations est très simple, manipuler l'information l'est tout autant, et c'est pour ça qu'il faut faire très attention sur internet. C'est pour ça qu'une musique au violon qui fait peur ne remplacera jamais de vrais arguments. C'est fou le nombre de personnes qui s'obstinent, mais pourquoi résister à ce flot d'arguments? Mais bien grand vous en fasse si vous vous réfugiez dans votre vérité pour vous sentir apaisé. Et oui, une étude néerlandaise a révélé que les gens étaient plus susceptibles de croire aux théories du complot lorsqu'ils se sentaient insignifiants et impuissants dans leur propre vie. Alors, est-ce votre cas? Ou est-ce un biais de votre cerveau qui vous donne tendance à avoir des motifs précis derrière des actions non motivées? Les raisons, il y en a des dizaines si on les cherche malheureusement. Il y aura toujours d'ailleurs des gens qui viendront pour dire que je suis payé par le gouvernement pour faire ces vidéos, mais non, je suis désolé. Au contraire, j'en veux à l'État de vous avoir laissé dans cet état et de ne pas vous avoir appris les bases. Vous vous dites chercheur de vérité, c'est tout à fait louable dans la démarche, mais quand ça en devient obsessionnel, c'est là que vous avez un gros problème. Vous nous dites d'être plus ouvert d'esprit et de ne pas rester cantonné à notre propre opinion, mais être ouvert d'esprit, ce n'est pas arrêter de réfléchir pour croire bêtement à des écrits. Je suis ouvert d'esprit, mais j'en oublie pas mon esprit critique pour autant. J'entends bien votre vision des choses et vos arguments, mais je n'y accorde aucun crédit. Et pourquoi? Eh bien parce que vous basez entièrement votre opinion sur des faits complètement détournés et faux. Apprenez à faire la différence entre faits et opinion. Voyez-vous, même en donnant un peu de place et de crédit à la théorie de la Terre plate, on va me critiquer sur mes méthodes, comme quoi je pars du principe qu'elle est ronde, donc forcément mon avis est biaisé. Eh bien oui, c'est un fait, j'ai un avis braqué là-dessus, et ce n'est pas une opinion, car on peut le vérifier, autant que dire que le mouille ou que le feu brûle. J'ai testé, donc je le sais. Tout comme la forme de notre planète. Alors pourquoi continuer à y croire? La religion, fort probable. Un complot des francs-maçons, peu probable. Chacun est libre de penser à ce qu'il veut et chacun a son libre arbitre. Mais faire une vendetta avec des arguments aussi plats que votre théorie ne va pas vous faire avancer bien loin. Car au final, que notre planète soit ronde ou plate, cela ne changera absolument rien à votre vie. Eh bien merci à toutes et à toutes d'avoir suivi ce nouveau Next. Il était dur et long à faire celui-là. Bref, je remercie les copains qui ont participé à la vidéo bien évidemment. Merci au Débunker des étoiles qui fait de l'excellent boulot sur sa chaîne. Il démonte des complots tout comme moi, donc si vous aimez mon contenu, allez faire un tour sur sa chaîne. Ça en vaut le coup, je vous conseille d'ailleurs son épisode sur les chemtrails. Merci aussi à Fred Aves, Débunker de la Terre plate, vous étiez nombreux à me le demander et il est là. Merci à lui d'avoir participé. Même topo pour le Débunker des étoiles et là-bas ça démonte la Terre plate très sèchement. Et un grand merci aussi à Cédric
Jurassic que vous commencez à connaître sur la chaîne. Je devrais peut-être lui faire une chambre d'ailleurs chez moi au vu du temps qui passe ici. Toujours du très bon boulot sur sa chaîne niveau dinosaure, et si la partie Pangée vous a plu, mon petit doigt me dit qu'il en parlera plus sur sa chaîne. Un grand merci aussi à vous qui likez et commentez les vidéos, ça fait énormément plaisir, surtout sur des projets aussi gros et importants que celui-ci. Merci aux tipeurs aussi de me faire confiance. Bref, tant qu'à nous, on se retrouve très bientôt avec une nouvelle série. Sur ce, c'était Lenny de la chaîne Science Coder. Tchuss!